Shall we begin? Bonjour. Je vais prendre un sandwich Adana, s'il vous plaît, avec de la harissa. Salade tomate oignon. Ouais. Pain galette ou pas normal? Pas galette. D'accord, avec des frites. C'est pas bon pour moi, mais je vais en prendre quand même. Ouais, avec des frites. Ouais. Et un café avec, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup. Sur place, hein? Oui, sur place. D'accord, installez-vous. Merci. Bonjour. Bonjour Benoît Hamon. Vous allez bien? Ça va et vous? Bien, merci. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous. On est au kebab Le Bolivar, dans le 19e arrondissement de Paris. On va parler avec vous écologie, entre autres, réduction du temps de travail aussi. Je vais vous présenter Aladine, qui va vous faire une interview turfu. Turfu? Ah, futur? Turfu, futur, voilà. Mais avant ça, on avait envie de retourner 30 ans en arrière avec vous, à la fin de l'année 86. À cette époque-là, vous êtes étudiant, vous avez 19 ans et vous vous engagez en politique. Racontez-nous un peu comment c'était cette fin d'année 86. Novembre-décembre 86, c'est les manifestations contre la loi de Vaquet. De Vaquet voulait instaurer la sélection à l'université par l'argent. En gros, augmenter les frais d'inscription. Et donc on était mobilisés contre. Moi, c'était ma première année de fac, autant dire que ça commence en fanfare dans la rue. Nous voulons une loi qui concerne notre avenir. C'est ce qui nous intéresse. Et nous, de la politique, on s'en fout. À Brest, il y avait un militant anarchiste qui avait pris à Paris une lacrymogène en tir tendu et qui avait perdu l'œil. Donc il y avait donc une forme aussi d'émotion, sentiment d'injustice, outre le sens de la réforme, les violences policières qui étaient venues par-dessus. Et qui avait créé un contexte assez effervescent, assez propice à l'engagement et à la mobilisation. Et je me suis engagé assez naturellement à une époque où le clivage droite-gauche était encore assez palpable, tangible. Et voilà, je suis rentré au PS. Et c'est aussi l'année de la mort de Malik Oussekine, 86. Ce jeune étudiant est tabassé par... Merci madame, merci beaucoup. Ce jeune étudiant est... Le régime c'est le régime manger des présidentiel kebabs, de la comme ça vous campagne. êtes sûr. Exactement. Question calories, vous êtes mal. Vous avez le droit de toucher à vos frites. Mais je vais vous vérifier à la fin. Donc on a été interrompu, mais je vous parlais de Malik Oussekine qui meurt cette année 86, qui finit tabassé dans un hall d'immeuble. C'est à Paris, il sort d'une soirée à ce moment-là. Par des pelotons voltigeurs, des motards, un qui conduit la moto, un autre qui tape. Qui ont été dissous après ça. Exactement, ça avait été mis en place par Charles Pasqua à et l'époque. Robert Pandreau. Et Robert Pandreau. 4 jours après sa mort, il y a de fortes mobilisations partout en France. Il y a plus de 100 000 manifestants qui se réunissent à Paris et ailleurs. Est-ce que vous aviez défilé, vous, à l'époque? Oui, alors on avait même, je vais vous dire, on avait tous mis une cible sur la forme de petits cartons ou d'autocollants sur le cœur, en gros, en disant on est tous des cibles. L'émotion, elle était considérable. Il faut imaginer qu'en plus, Malik Oussekine, il passe par là. Il n'a pas été aux manifs. Il passe par là, il descend la rue Monsieur le Prince, ou il la remonte, je ne me souviens plus. Et il tombe sur Ces 2 hommes. Oui, 2 hommes donc, qui, sous le porche d'un immeuble. D'ailleurs, maintenant, il y a encore la plaque rue Monsieur le Prince. Le tabasse, il meurt. Et c'est le symbole fondamentalement de ce qu'a été l'attitude du gouvernement de Chirac avec la jeunesse pendant toute cette époque-là. Et 30 ans plus tard, vous avez 30 ans de politique derrière vous, aujourd'hui. Cet été, le 19 juillet, Adama Traoré est retrouvé mort après avoir été interpellé par la police. C'est à Beaumont-sur-Oise que ça s'est passé. Et des manifestations aussi ont eu lieu à Paris et en France après la mort d'Adama. On n'a vu aucun politique en tête de cortège à ce moment-là. On a vu des politiques prendre la position. Pour Yamir Chahi, Jean-Luc Mélenchon ont parlé sur ce sujet. Oui, vous avez pris position? Non, moi j'ai pas pris position publiquement sur le sujet, mais j'ai écouté ce que disaient les uns et les autres. Moi, je suis évidemment très sensible à ce qui s'est passé, plutôt content qu'il y ait eu un dépaysement du dossier et que le procureur ait été dessaisi de l'enquête, assez étonné
des positions, des contre-positions, on va dire... Non, pas du tout, de l'administration elle-même, dans l'enquête, les positions des gendarmes, un sapeur-pompier qui contredit, si mes souvenirs sont bons, la position des gendarmes. On découvre qu'en clair, on a utilisé une position en matière d'interpellation ventrale qui aujourd'hui considérée comme extrêmement dangereuse dès lors qu'elle peut faire risquer un étouffement et donc l'asphyxie, voire même l'arrêt cardiaque d'une personne qui est maintenant dans cette position-là, avec le poids d'un corps sur soi. Donc on voit qu'il y a une série d'actes qui justifient que l'enquête soit probablement reprise de zéro et qu'elle fasse la lumière sur les conditions réelles dans lesquelles cette arrestation s'est opérée et les conditions dans lesquelles Adama Traoré est mort. Et c'est toujours extrêmement compliqué de parler au moment dans l'émotion d'une affaire comme celle-là. Moi, je comprends parfaitement à la fois l'émotion de la population, dès lors qu'elle pense par ailleurs que c'est toujours les mêmes qui tombent. Et je comprends aussi qu'on soit attentif à vérifier ce qui s'est vraiment passé, dès lors qu'on a d'un côté des fonctionnaires qui peuvent être jugés avoir fait usage de la force de manière proportionnée ou pas, et que l'enquête nous dise la vérité. Tout le problème, c'est de savoir... Oui, mais parce qu'il ne faut pas parler à tort et à travers, il faut parler à bon escient. Moi, je prendrais des positions politiques et j'essaie de les prendre au moment où je juge opportun, c'est-à-dire que rajouter ma voix, ok, soit, Benoît Hamon dit que, j'ai déjà fait sur d'autres affaires et dit, quand je pensais que c'était juste de le faire, prendre position. Là, c'est pas que je ne pense que ce n'est pas juste de le faire, je ne vois pas bien à cette étape ce que j'apporterai de nouveau. Ce qui, moi, me pose problème, c'est que dans certains territoires de la République, on soit dans une sorte d'hostilité permanente où la population vit la présence de la police comme hostile et où la police, qui est elle détentrice légitime de la force, qui n'est pas rien, vit parfois, ou donne le sentiment de vivre la population qu'elle est censée protéger comme hostile. Ce qui à mes yeux pose quand même de grosses questions et je ne tire pas les mêmes conséquences pour les deux parties. C'est que quand on est citoyen, on n'est pas détenteur de la force, ni d'une arme. Et on doit respecter la loi, mais a fortiori encore plus, quand on est détenteur de la force, qu'on est là pour faire respecter la loi, on doit la respecter encore davantage que les citoyens. Et chaque fois qu'il y a une infraction à la loi, chaque fois qu'il y a une forme de discrimination qui s'exprime à travers les contrôles aux faciès, à travers le harcèlement qui peut exister, là, la dégradation de la relation police-population, elle s'accélère à une vitesse considérable. Et justement, comment vous expliquez par exemple que la plupart des contrôles policiers aujourd'hui se fassent en fonction de la couleur de peau? Parce que clairement, le contrôle aux faciès est reconnu. Comment c'est possible encore aujourd'hui en France? Mauvaise formation des policiers, 2, déni de l'institution elle-même. Moi, je suis... Alors là, vraiment, je le dis, je me suis battu à l'intérieur du gouvernement pour qu'on expérimente, quelle audace, expérimenter les récépissés de contrôle d'identité. Et on voit de quelle manière, si oui ou non, ça apaise la relation police-population. Puisque le but, c'est pas que le récépissé soit opposable à un contrôle. Admettons que je vous contrôle une première fois, je vous donne un récépissé, un collègue vient vous contrôler une seconde fois, il y a 1 heure après. C'est pas parce que vous lui mettez votre récépissé en face des yeux qu'il n'a pas le droit de vous contrôler. Il est toujours libre de vous contrôler, sauf que là, il a au moins une information, c'est que vous avez déjà été contrôlé une fois et qu'il n'y avait pas de problème. Il peut décider de le refaire, mais ce qui est intéressant dans le récépissé, c'est que ça change un peu la nature du contrôle. Il n'est plus finalement un peu stigmatisant, première chose. Et 2, ça nous donne un instrument à partir desquels universitaires, chercheurs peuvent mesurer la réalité de l'évolution des discriminations. Le bilan des expérimentations telles qu'elles existent, alors elles ne sont pas, c'est toujours pareil, on dit, ouais, mais il n'y en a pas eu assez. Bon, il faut bien commencer. Mais en Espagne, en Angleterre ou aux États-Unis, montrent que, globalement, la relation entre le contrôlé et celui qui contrôle s'apaise par l'échange de cette information et que ça améliore la relation police-population. 2, que ça fait baisser les discriminations, que la police, quand elle l'a expérimenté, juge que c'est plutôt positif. Ce qui me frappe aujourd'hui, et je me souviens encore des arguments, c'est qu'au moment où on a voulu en parler, Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, s'était prononcé en faveur des récépissés de contrôle d'identité au moment de la campagne des législatives, avant d'avoir le vote des Français. Et derrière, Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, a dit c'est pas possible, ça jette la suspicion sur la police. Et justement, qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre, vous, Benoît Hamon, vous avez aux policiers, est-ce que vous avez envie, par exemple, de leur donner plus de moyens, plus d'armes, d'engager plus de policiers en France? Les policiers,
ça recouvre une réalité. Énormément de réalités différentes. Ce que moi je vois, c'est que là où on a créé des postes, on n'a pas créé forcément les postes là où il y en avait le plus besoin. Je pense qu'il faut faire de la police de proximité, moi, depuis longtemps. Alors ça va être long à remettre en place, hein, parce que c'est pas du jour au lendemain où vous dites « Ok, ça y est, il va y avoir des patrouilles pédestres tranquilles qui vont se passer tranquillement ». Donc il faut que progressivement, on réinjecte dans des territoires qui sont des territoires qui, je le redis, sont maintenant assez réticents, sinon résistants au travail des policiers, qu'on réinjecte cette police qui est une police qui savait saisir les signaux faibles. Les signaux faibles, c'est quoi? C'est quand un gamin commence à tourner mal et qu'on sait très bien que dans une cage d'escalier, où se trouve ce gamin, plutôt que de ne rien savoir, parce qu'on a, comme aujourd'hui c'est le cas, et où on peut commettre des erreurs, pas taper à la bonne porte. C'est très proche comme police. C'est une police très. Non, mais une police de proximité, c'est. Non, mais c'est celle qui circule, qui prend les infos auprès des commerces. Celle qui connaît les habitants. Et voilà. Et puis qui rend service. C'est pas seulement celle qui vient faire une interpellation au moment où il y a un. Quand il y a une interpellation, quand il y a un flag, c'est qu'on est dans un moment chaud. C'est une police à froid. C'est-à-dire une police qui a sa place au jour le jour dans la vie. Et est-ce qu'il faut les armer plus, selon vous? C'est quoi armer plus? Eh ben, aujourd'hui, il y a un vrai débat qui s'est lancé, et notamment depuis les manifestations au printemps dernier. Je ne suis pas pour l'alignement de... Non, attendez, je ne suis pas pour prendre un truc très concret. Sur la remise en cause des conditions d'usage de leurs armes, les policiers veulent être alignés sur les conditions d'usage des armes des gendarmes. Moi, je ne suis pas pour. Je pense qu'il ne faut pas bouger cela. Aujourd'hui, on a des policiers qui ne peuvent agir et tirer qu'en cas de légitime défense. Je suis pour qu'on en reste en l'état du droit. Je pense que les nouvelles conditions d'usage des armes vont créer plus de contentieux et de risques qu'elles ne vont améliorer les situations. De surcroît, l'usage des armes sans avoir plus d'entraînement qu'ils n'en ont aujourd'hui, parce que la réalité, les policiers vous le disent, il faut connaître aussi ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils font très peu usage de leurs armes, même à l'entraînement, ce qui n'est pas du tout le cas des gendarmes. Donc moi, je pense que, voilà, aujourd'hui, le droit est suffisant. On a déjà des armes non létales qui sont des armes non létales qui ont pu faire de gros dégâts. Faire de gros dégâts, taser, flashball, etc. Dont on fait usage, par exemple, dans le cadre de l'exercice du maintien de l'ordre, comme ça a été le cas l'année dernière pendant les manifestations contre la loi travail. Est-ce que selon vous, il faut garder ces armes? Est-ce qu'il faut continuer à autoriser, par exemple, le lanceur de balles de défense qui a succédé au flashball? Bon, écoutez, je trouve que je ne suis pas un spécialiste de l'ordre public. Vous me prenez à froid sur un sujet sur lequel moi j'ai plutôt une réticence à ce qu'on... le bon usage de la force, c'est quand, d'abord, notamment en matière de maintien de l'ordre, c'est quand on évite que cela bascule en violence entre les manifestants entre eux, les manifestants et la population. Donc là, il y a un bon usage de la force quand on évite cela. Moi, chaque fois qu'on a des gens qui tombent par terre, un lycéen qui se prend, prend des coups... ou des gens qui perdent leurs yeux, par exemple. Mais oui, mais ça veut dire qu'on a eu un mauvais usage de la force, voire des morts. Exactement. Depuis 2004, il y en a eu au moins un. Donc, ça n'est pas un bon usage de la force. Donc, il faut les interdire? C'est LBD, pour ce cas-là particulier, par exemple? Comment dire, à vrai dire, je ne sais pas dans quelles conditions ils sont autorisés à les utiliser. Et sans connaître cela, ce sera trop pour... Dans le cadre du maintien de l'ordre, des manifestations. Non, mais sauf qu'il y a des conditions d'utilisation des armes dans certaines conditions. Ils sont censés l'annoncer, ouais, voilà. C'est pas toujours ce qui se passe. Voilà. Donc, moi, je serais extrêmement prudent sur l'usage de ces armes, effectivement, en matière de maintien de l'ordre, mais pour vous dire s'il faut les interdire dans tous les cas, ça, je ne sais pas. Ne se prononce pas. Mais non, je sais pas, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Ça se trouve, je dois vous dire une grosse bêtise parce que dans certains cas, c'est utile. Donc, tant que je ne sais pas, je ne vous dis pas. Alors, Benoît Hamon, depuis le 13 novembre, on vit dans un état dit d'urgence. Ça fait donc plus d'1 an. Pour en parler, on a invité Joël Domanjou, qui est militant, et après les attentats du Bataclan, à la veille de la COP21, Joël a été assigné pendant 17 jours à résidence. Donc Joël, vous avez 34 ans. Merci d'abord d'être parmi nous. Merci à vous. Et ce qui s'est passé donc l'année dernière, c'est qu'un beau jour, la police a débarqué dans votre immeuble à Malakoff, donc dans le sud de Paris.
Et c'est là qu'ont commencé 17 jours assez compliqués. Voilà, donc la police a débarqué chez moi, donc dans mon immeuble. Je n'y étais pas. Il s'est ensuivi une journée assez digne d'un feuilleton policier où j'ai été pris en filature toute la journée jusqu'à ce que je me présente volontairement pour retirer mon assignation au commissariat de Vanves, donc dans le sud de Paris, pour retirer mon assignation. Donc celle-ci stipulait qu'il fallait que durant les 17 prochains jours, je pointe 3 fois par jour, donc 9h, 13h30, 19h30, au commissariat le plus proche, donc à 20 minutes de chez moi en l'occurrence, que je me maintienne chez moi entre 20h et 6h du matin, que je ne sorte pas des limites de ma commune avant la fin donc, de l'échéance de la COP21. Et donc ça, vous imaginez que c'est un peu, ça fracture la journée en 3. Donc concrètement, c'est 20 minutes aller, 20 minutes retour pour chaque pointage. C'est 46 pointages en 17 jours, ce qui équivaut à 24 heures au total de pointage, ce qui est assez conséquent quand même. Ça divise toute la journée en 3, donc on ne peut rien faire concrètement. Bon, c'est un peu l'objectif, j'imagine. Mais c'est extrêmement dommageable pour les libertés individuelles, pour ce qu'on vit au quotidien. Et donc moi, ça a duré 17 jours, moi et 25 autres militants. Pour d'autres, ça dure depuis plusieurs mois. Donc on imagine un peu ce que ça induit, et c'est parfois jusqu'à 4 fois par jour. Donc on imagine ce que ça induit un peu sur le vécu des gens. Donc la question que moi je me pose et que j'aimerais un peu vous poser, en fait, c'est concrètement les dispositifs de l'état d'urgence, donc l'assignation à résidence, les perquisitions qui ont été utilisées contre quelques lieux militants, les perquisitions qui ont été utilisées contre quelques militants aussi, qui ont eu lieu pendant plusieurs mois, les interdictions de manifester durant le mouvement social, tout ça, c'est des dispositifs d'exception. Est-ce que ces dispositifs d'exception vont se maintenir jusqu'où on va comme ça dans l'état d'urgence, en fait? Et plus ça tend à perdurer, et plus l'exception devient la règle. Et donc c'est un peu inquiétant pour l'avenir. Je vais une réponse claire là-dessus. Je pense qu'avec, d'abord l'état d'urgence et les assignations à résidence pour des militants politiques qui n'ont absolument rien à voir avec la menace qui était celle qui était ciblée par l'état d'urgence. Moi j'avais déjà eu l'occasion de le dire, je le redis, c'est un dévoiement des règles d'exception de l'état d'urgence à des fins qui sont des fins inacceptables dans n'importe quelle démocratie. Et première chose. La deuxième, c'est que l'état d'exception permanent, si c'est permanent, c'est que ça n'est plus un état d'exception, c'est que ça devient un état ordinaire, et ça n'est pas acceptable non plus. Deuxième chose. Troisièmement, il y a 2 lois, la loi renseignement et la loi antiterroriste, qui ont considérablement hissé les moyens qui sont les moyens des forces de l'ordre et de la justice pour pouvoir remplir une grande partie des missions qui étaient contenues auparavant dans l'état d'urgence, c'est-à-dire la capacité à pouvoir faciliter les interpellations, les poursuites, le renseignement, la surveillance, etc. Donc l'état d'urgence finalement intègre le droit commun. C'est le droit commun qui intègre l'état d'urgence plutôt. Oui, si vous voulez. Mais ce qui est quand même change un peu les choses. Mais ce qui est graduellement le cas depuis au cours des gouvernements successifs, c'est graduellement on intègre des dispositifs d'exception dans le droit commun. Oui, mais ce qui donc nous met dans une situation de contrôle et de surveillance des citoyens assez élevée, en tout cas de moyens donnés à la police, qui sont beaucoup plus importants qu'auparavant. Ce que j'observe, c'est que l'état d'urgence, il a pu être efficace, notamment sur il y a eu peu d'instructions quand même. Oui, mais il a pu être efficace, j'ai pas fini, dans les 48 heures qui ont suivi les premiers attentats. Pourquoi? Parce que là, le fait de pouvoir faire des perquisitions dans ce délai-là, et donc de surprendre celles et ceux qui n'avaient pas eu le temps de cacher des armes ou de cacher autre chose, ça a pu marcher. Sauf qu'on voit que dans l'essentiel des dossiers qui ont été instruits après ces perquisitions, sont des dossiers de droit commun, stupéfiants, et pas notamment, et où en clair, on a fait de la... Et sur délation, beaucoup. Sur renseignement aussi, c'est-à-dire que pour faire vite, c'est que là où on avait des dossiers qui étaient des dossiers assez constitués, on a fait, mais ça les policiers ne s'en cachent pas, ils se sont dit, ils ont utilisé la période de l'état d'urgence pour accélérer des dossiers dans lesquels ils avaient des soupçons assez forts sur des stupes et d'autres types d'infractions. Donc l'efficacité, elle a
pu exister et on est au tout début. Ouais, au tout début. Ça fait plus d'un an que ça dure. On le sait bien, mais aujourd'hui on est dans une mesure qui relève plus du symbolique, d'une sorte de bouclier symbolique que de l'efficacité, première chose. Et donc, moi, ce que je crois, c'est que si je suis le président de la République, en tout cas, puisque l'état d'urgence va courir jusqu'à la présidentielle, c'est qu'à raison du fait que l'état d'urgence aujourd'hui n'offre pas de garantie et de protection plus grande que l'offre le droit commun, il n'y a pas de raison de le maintenir dans ces conditions-là. Première chose. Donc vous avez envie de stopper l'état d'urgence? Je considère, sauf à ce qu'il y ait des événements nouveaux et qu'on me démontre que l'état d'urgence, à part dire on est en état d'urgence, offre des moyens supplémentaires à la police de nous protéger, vous et moi, contre un attentat, sauf à ce qu'on me démontre cela, si c'est le cas, je reviserai mon jugement. Mais je considère qu'aujourd'hui, vu ce qu'on a intégré, d'ailleurs ce que disait le ministre de l'Intérieur à l'époque, Bernard Cazeneuve, actuel Premier ministre, dans la loi terrorisme et dans la loi renseignement, les moyens aujourd'hui ils sont considérables. La vraie question, pardon d'un mot, c'est le renseignement humain, c'est là-dessus qu'on pêche, et l'exploitation du renseignement technologique. On exploite des données considérables par le renseignement technologique, les interceptions, etc. La question c'est qui les exploite pour qu'elles soient utilisées à des fins de prévention des attentats. Et même avec ça, on voit que ça n'existe pas la sécurité zéro en matière de lutte contre le terrorisme. Il n'y a que Christian Estrosi pour avoir eu cette remarquable... Non, remarquable, c'est ce qu'il a quand même dit, c'est qu'à Nice, avec la vidéosurveillance, on n'aurait pas eu le Bataclan. Donc après, il y a l'attentat du 14 juillet. Bien donc, sûr. Oui. Voilà, c'est la preuve que faut pas parler n'importe comment sur ces sujets, ni dans un sens ni dans un autre. Voilà. Donc, mais en tout cas, le risque zéro n'existant pas, aujourd'hui, vous affirmez que vous êtes contre l'état d'urgence, a priori. Moi, président de la République, en tout cas, je ne proposerai pas qu'on le reconduise dès lors que aujourd'hui la situation n'a pas changé, qu'elle ne le justifie pas et qu'on ne me démontre pas qu'il apporte quoi que ce soit. Sa vraie utilité. Voilà. Mais alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas bien, parce qu'on a regardé vos votes à l'Assemblée dernièrement, et notamment lors des dernières prorogations de l'état d'urgence. Donc il y en a eu, les 3 dernières ont eu lieu début décembre, en juillet dernier, et au mois de février aussi avant. Et vous n'y étiez pas, vous n'avez pas voté contre à ce moment-là? Non, je n'ai pas participé au vote. J'ai refusé. Parce que j'ai considéré que d'abord je n'avais pas envie de voter pour à ces conditions-là, que je considérais que politiquement et symboliquement, dans le moment politique dans lequel on est, se lever contre et dire voilà je vote contre, etc., allait être instrumentalisé. C'est affirmer votre volonté aujourd'hui et c'est donner de la force à votre discours? Oui, non, ça dépend si vous arrivez à le faire. Moi je vois qu'il y a sur certains sujets, on n'arrive absolument pas à faire entendre des arguments de raison. Et donc je pense que sur ces questions-là, c'est très difficile de faire entendre des positions qui sont des positions un peu construites, raisonnées, qui supposent de parler pendant 10 minutes. C'est peut-être essentiel par contre. Ce que je fais là. Merci de m'offrir la possibilité de le faire. Oui, mais vous êtes député, vous avez un droit d'expression, vous avez déjà un pouvoir au sein d'une assemblée, d'un parlement. Mais je l'exploite, je l'utilise. Ouais, mais vous votez pas. Si là, j'ai pas. Non, mais d'accord, mais ne pas voter déjà en soi, c'est dire une chose. Vous savez, vous avez le droit de pas. Vous allez dire à un citoyen qui s'abstient et qui ne va pas voter qu'il n'est pas citoyen? Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, vous avez un rôle de député et que du coup, j'ai le droit de ne pas voter. Vous affirmez votre réelle volonté politique en allant voter contre. Et il y a des députés PS qui ont voté contre. Il y a des fois où je me suis abstenu sur d'autres choses, des fois où j'ai voté pour, des fois où j'ai voté contre, des fois où je n'ai pas participé au vote. J'ai 4 choix. Et chacun dit quelque chose. C'est 4 choix. Et donc vous pouvez me dire, oui, que vous auriez préféré que je vote contre, mais... non, mais moi, j'aurais pas personnellement préféré. Mais après, j'ai fait un autre choix, mais il n'est pas forcément conforme à ce que... Je sais bien que tous les choix que je fais ne sont pas... je ne vais pas faire plaisir à tout le monde, et bon, c'est pas mon but non plus. Hein. D'accord. Alors, Joël, vous avez été assigné à résidence et ce qu'on vous a reproché, entre autres, à l'époque, c'était de militer à Bure, en fait. C'était la peur principale. Ce qui nous amène à notre deuxième gros sujet qui est l'écologie et, entre autres, les grands projets d'aménagement urbain. Bure, c'est un projet de centre d'enfouissement de déchets nucléaires. Je le rappelle au cas où certains oublieraient. Et on... Une mobilisation. Voilà. À laquelle participe Joël.
Et on connaît aussi d'autres terrains de lutte. Il y a un grand aéroport, on en parlait tout à l'heure, un center park, un barrage pour Sivens. Et à chaque fois, Joël, il y a une question qui revient. Oui, donc sur les projets d'aménagement, il y a vraiment quelque chose qui est récurrent, c'est le sentiment des populations locales qu'on leur impose un projet en dépit de concertations qui sont des pseudo-concertations, où on leur amène plutôt des projets tout ficelés, déjà faits, puis en dépit même de rapports scientifiques qui pourraient sortir et qui invalideraient les projets ou les rendraient ou déclareraient qu'ils ne seront pas très viables, en dépit aussi de décisions de justice administrative qui finalement, après coup, et souvent quand c'est trop tard, comme à Sivens, déterminent que le projet ne respectait pas les règles ou ne respectait pas toutes les conditions de la légalité. Est-ce que finalement, dans ces projets, est-ce que, au travers des partenariats publics-privés, tous ces cadres d'aménagement du territoire, est-ce que c'est l'intérêt privé là qui prime? Parce que c'est ce qu'on a vraiment l'impression, c'est que l'enjeu là, c'est l'intérêt privé et c'est pas le bien commun ni l'utilité publique. Ah non, les communs, ça pèse assez peu là. Mais regardez, dans un exemple qui va vous parler, au-delà de la question de l'enfouissement des déchets à Bure, quand je ne suis pas le seul, mais quand j'étais ministre de la Consommation et que l'Assemblée décide l'interdiction du bisphénol A dans les contenants alimentaires, on sait que c'est un perturbateur endocrinien et que donc il va avoir un impact sur notre santé et que par ce qu'on appelle l'exposome, c'est-à-dire la durée d'exposition à ce perturbateur, pire le fait qu'on crée des cocktails de perturbateurs, ça affecte notre santé, mais directement. Je vois bien. Oui, mais là, on est là, en l'occurrence, vous les mangez, les perturbateurs. C'est quoi les perturbateurs endocriniens généralement? Ce sont des substances qui affectent le développement de votre système hormonal et qui peuvent avoir des conséquences très lourdes sous la forme, de puberté précoce pour les enfants, ça affecte le développement de l'embryon et du fœtus et des enfants, et ça développe des maladies chroniques, parmi lesquelles des cancers, type cancer pour l'homme, testicules et prostate, cancer des ovaires, etc. Bref, vous en mourrez. Dans quel type d'aliments? Dans plein de choses. Dans des pesticides, dans des contenants alimentaires, le cas échéant, dans l'alimentation, dans beaucoup de choses que vous pouvez toucher, porter à la bouche. Et tout l'enjeu, il y a une liste qui a été faite, l'Organisation mondiale de la santé a donné une définition de cela. La France est plutôt en pointe avec l'Agence française de sécurité des aliments sur l'identification des perturbateurs endocriniens. Pas de chance. L'industrie, les lobbies de l'industrie chimique au niveau européen ont commandé une étude auprès de l'Agence européenne de sécurité des aliments qui conclut à quoi? La difficulté de définir un perturbateur endocrinien. Et résultat, sur la foi de cette étude, les industriels disent « Ah mais vous voyez, il n'y a pas consensus sur ce qu'est un perturbateur endocrinien ». Et qu'il a valu que 100 scientifiques fassent un appel en commun pour dire « On a suffisamment de documentation pour dire ce que c'est et c'est inadmissible qu'on n'avance pas ». Que faudrait-il faire là-dessus? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, dès lors qu'il y a un soupçon de dangerosité, qu'on a inscrit le principe de précaution dans la Constitution, et moi je suis pour qu'on rajoute la protection des biens communs, le droit à une haute qualité, le droit à un air pur dans la Constitution, eh bien nous disposions de la base juridique à partir de laquelle interdire les produits pour lesquels il y a un risque soupçon de dangerosité, demander la substitution à ces produits d'un autre produit, d'une autre substance, à partir de laquelle nous évaluerons la toxicité potentielle, mais qu'on ne tombe pas dans le piège qui consiste à dire on ne sait pas. Donc on interdit, on fait. Bah oui, mais comme on l'a fait pour le bisphénol A. À l'échelle européenne. On interdit les déchets nucléaires en fait, parce que c'est une filière qui fonctionne depuis des années et qui ne sait pas gérer ses déchets. Là, moi je suis pour qu'on regarde aujourd'hui, oui, mais pour l'instant. Typiquement, et qui produit une irradiation, une pollution. Moi je suis pour la sortie du nucléaire, mais je suis pas. Bah oui, mais déjà en soi, oui, mais sauf qu'on est pour deux choses à la fois. Oui. Oui, mais comment on fait? Oui, voilà, c'est ça le problème, c'est que sur le scénario le plus, oui, sur le scénario le plus exigeant de l'ADEME, qui est un scénario scientifique, qui consiste d'ici 2050 à passer à 100% d'énergie renouvelable, c'est bien leur scénario. C'est le rapport qui n'est pas paru, celui qu'on a exactement, enterré un peu. Mais dont on parle là en l'occurrence, hein, vous voyez. Sur ce scénario-là, on évoque quoi? Le double enjeu qui consiste à dire produisons moins d'énergie liée aux hydrocarbures et au gaz, faisons à la place de l'électricité, et en même temps, si on produit plus d'électricité, réduisons la part de cette électricité globale, mais donc plus supplémentaire, liée
au nucléaire, ce qui n'est pas rien comme enjeu et qui suppose de repenser la gouvernance d'EDF, de repenser ses principaux investissements, d'engager la fermeture d'un certain nombre de centrales et donc leur démantèlement, de leur substituer des énergies renouvelables et des capacités... On commence par quelle centrale par exemple, en termes de évidemment, démantèlement? on a une liste de 17 centrales, on a des autorisations de prolongement de vie. Vous commencez par Fessenheim? Toutes celles pour lesquelles on est capable de fermer assez rapidement sans qu'on tombe dans le piège qui consiste à dire voilà, on ne sait pas faire, etc. Je veux dire, on a aujourd'hui suffisamment d'expertise pour savoir selon quel délai et quelle chronologie on ferme. Et par ailleurs, juste un point, hein, c'est qu'il faut quand même qu'on ait entre-temps créer les conditions, qui sont les conditions de production d'électricité qui nous évitent de consommation, parce que la consommation est particulièrement élevée aussi, aujourd'hui. Mais ça met du temps. Mais de l'industrie particulièrement. Est-ce que vous êtes pour la sobriété énergétique, Benoît Hamon, pour un retour à moins de consommation et surtout de la part des industriels, par exemple? Parce que vous en parlez beaucoup des énergies renouvelables. Est-ce que aujourd'hui, c'est un peu le... Est-ce que vous êtes décroissant, en fait? On se pose la question. Dans certains secteurs, oui. Moi, je suis pour qu'il y ait moins d'énergie, moins de diesel par exemple. Oui, je suis décroissant pour le diesel. Par contre, je suis croissant pour ce qui est des énergies renouvelables. Premier exemple, ça ne veut rien dire décroissant. Ça veut dire, moi je dis, le culte de la croissance, dès lors qu'on se base uniquement sur le PIB comme indicateur du bonheur, c'est stupide, parce qu'on peut augmenter le PIB et dégrader la santé, augmenter les inégalités, augmenter la pauvreté. Donc ça n'a pas de sens. Et dégrader l'environnement. Si, concrètement, ça veut dire quelque chose, la décroissance. Ça veut dire que si vous avez un data center qui consomme l'équivalent d'une ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, qu'on multiplie les data centers et qu'on a une politique d'Internet qui aujourd'hui, dans l'explosion des données et de la place de stockage que ça prend, à un moment donné, on se pose les bonnes questions et on met la charrue un peu avant les... Là, on ne met pas la charrue avant les bœufs, on essaie de réfléchir un peu à réduire d'abord la consommation électrique et notamment de l'industrie. Oui, mais c'est tant pour l'industrie que par ailleurs pour les particuliers, la rénovation de l'habitat, la rénovation thermique, l'accélération des recherches, tant au niveau européen dans les coopérations qu'on peut construire sur le ferroviaire. Je veux dire, c'est quand même Tesla aujourd'hui qui est en train d'inventer le train qui va à 1000 km/h, c'est-à-dire qu'ils ont eux leur projet, et nous, il n'y a pas d'Airbus du ferroviaire. C'est pareil sur les batteries et les capacités de stockage d'électricité, qui est la clé du véhicule électrique, c'est valable pour les véhicules hybrides, c'est valable pour le véhicule à hydrogène. Sur tous ces sujets-là, il y a moyen largement, grâce à nos centres de recherche, de réorienter une partie de l'investissement public vers de la recherche sur des mobilités qui soient sobres, sur le plan énergétique, puisque vous avez vous-même utilisé le terme, qui facilitent l'électrique ou l'usage de l'électrique plutôt que les hydrocarbures. Donc, mais disons les choses clairement, moi vous savez, j'ai exercé le pouvoir, donc j'aime bien la théorie, mais je sais ce que c'est usiner le changement, c'est-à-dire la conduite du changement. Donc, justement, je pense qu'il faut être un peu... On va parler de votre ministère de la consommation à travers un exemple très concret qui est l'obsolescence programmée, que vous avez réfléchi, et notamment en 2013. À l'Assemblée, directement, vous vous exprimiez, on a récupéré une vidéo. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui la consommation ou l'hyperconsommation n'est plus synonyme de croissance et d'emploi que cela voudrait dire qu'une société sans consommation est une société sointable ou une société où la baisse de la consommation amènerait à l'effet inverse. En réalité, sans consommation, les investissements se tarissent, l'innovation stagne, la croissance se grippe et donc les emplois en pâtissent. Eh oui. Donc là, vous dites, sans consommation, les investissements... Mais vous pouvez arrêter de consommer, on ne mange pas de kebab et on ne boit pas de café non plus. Non, mais ce qu'on veut dire, c'est que pour un retour à la sobriété, et là, le discours et le débat étaient autour de l'obsolescence programmée, et ce que vous vouliez dire à l'époque, c'est que vous n'étiez pas tout à fait pour le délit de l'obsolescence programmée. C'est bien de choisir vos petites vidéos. Vous pouvez dire quelle est la durée et la garantie des produits grâce à ma loi? Elle est de 2 ans. Au lieu de? Au lieu de 1 an auparavant? Non, au lieu de 6 mois. Au lieu de 6 mois. Multiplié par 4. Oui. D'accord, bon, mais pour une machine à laver... Vous pouvez me dire ce que c'était le lobbying des industriels? Pour une machine à laver, 2 ans de vie, c'est quand même pas terrible. Quelle est la loi qui oblige les sociétés à indiquer la disponibilité de pièces détachées?
Vous inversez le... Non, mais j'inverse parce qu'il faut être honnête. Vous êtes en train de me dire qu'aujourd'hui, je serai en contradiction avec les choix que j'ai fait à l'époque. Non, j'utilisais même sur l'obsolescence. Vous étiez très mesuré sur ces questions-là, alors qu'aujourd'hui, c'est un argument phare, c'est de dire on lutte activement mais contre non, mais l'obsolescence programmée. Moi, je ne vous mets pas vu dire je lutte contre l'obsolescence programmée comme un dingue, comme ça. Non, je pense que l'obsolescence programmée, quand c'est un stratagème, oui, c'est dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il y a tromperie, qu'il y a aujourd'hui, je le disais d'ailleurs à Jean-Vincent Placé, qui était celui qui défendait cette position-là, que ce stratagème, quand il est démontré, il y a des instruments dans la loi qui existaient parce qu'il voulait créer un délit d'obsolescence programmée. On est déjà équipé, mais si on veut, on peut avancer dans ce domaine-là, mais on a déjà de quoi aujourd'hui lutter contre les stratagèmes qui visent à réduire la durée de vie d'un produit aux dépens du consommateur pour le tromper et qu'on soit obligé de le changer, etc. À l'époque. Que, après, je donnais cet exemple de ce film américain, là, si vous avez été, qui s'appelait L'homme au costume blanc, ou je sais plus quoi, où en gros quelqu'un invente la machine, le costume qui est qu'on n'a plus besoin de laver, qu'on n'a plus besoin de changer, qu'on garde toute sa vie, et on se rend compte qu'effectivement, du coup, il n'y a plus personne qui le fabrique, les syndicats sont contre, etc., parce qu'on a finalement détruit des emplois. Mr. Hoskins, it's worked! I've done it! I'm going to see Mr. Burnley! I've done it! I've done it! Faire en sorte que l'innovation et le progrès technologique soient au service du progrès social et écologique. Oui, c'est-à-dire et de la non-dégradation. Hein, quand même. Oui et non, parce qu'on a quand même des choses extraordinaires. Le jour où demain on inventera la batterie qui permet de stocker beaucoup d'électricité, qui nous permet de faire 1000 km en ayant rechargé son véhicule, on aura fait des progrès considérables. Mais effectivement, si le progrès technologique, ça fait que des bombes nucléaires, et là, oui, c'est pas très souhaitable. Donc, ça, c'est une question de volonté politique. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit. Moi, je suis dans la droite ligne. Je me suis opposé à l'ouverture des commerces le dimanche, tous azimuts, au travail le dimanche. Pourquoi ? Parce que je considère que le consumérisme, cette idée sur laquelle chaque fois qu'on consomme, on se réalise, ça ne me paraît pas être un projet de société souhaitable. Mais en même temps, je ne suis pas pour qu'on arrête de consommer. Je ne suis pas pour une société... Vous consommez de toute façon. D'abord, le marché, il existe même quand il y a du troc. Je vous échange une chose contre une autre et on consomme. Mais ce sont d'autres modes de consommation qui n'ont absolument rien à voir avec le fait d'acheter une tablette. Oui, mais après, ça c'est un bon sujet. Oui, les tablettes, aujourd'hui, là on organise une forme d'obsolescence. Quand c'est sur l'iPhone 5, on apprenait récemment qu'on allait pouvoir le jeter à la poubelle parce que les applis seraient plus comment dire, mises à jour, etc., etc. Et on voit bien là qu'il y a une forme de logique finalement de la technologie jetable, de la technologie jetable, de surcroît de la part d'entreprises qui échappent à l'impôt. Donc ça, c'est un vrai sujet. Vous allez vous battre, Benoît. Oui, non, mais moi je continue à bon escient. C'est-à-dire que j'aime pas les... Comment vous dire, j'ai pas d'état d'âme là-dessus, je crois beaucoup au circuit court, je me suis engagé sur le recyclable, j'ai fixé des objectifs sur le SS, tout ça je l'ai fait moi. Donc après il y a les mecs, les champions du blablabla, hein, donc bon, moi, bonjour monsieur, bonjour madame, si vous faites blablabla, moi j'ai fait des choses. Donc tout ça sont dans mes textes et dans les lois qu'on a passées contre les industriels et contre le lobbying privé. Le délit d'obsolescence programmée a été passé dans la loi 2 ans après la vôtre. Très bien, sauf que ne change rien à ce qu'il y avait dans le droit. Bon, c'est pas grave. Hein. Bonjour. Bonjour. Je vous présente Aladine, il va s'occuper de vous. Je croyais que l'interrogatoire était terminé. Enfin, c'était le début. C'est ça, vous savez que c'est les bonnes techniques d'interrogatoire en fait. C'était vous la gentille. Tout se passe bien ? Ça va pas mal, merci. Je vois que vous n'avez pas beaucoup touché à vos frites. Parce que madame m'a dit qu'il ne fallait pas consommer. Alors, écoutez, ça tombe très mal parce qu'on a mis la GoPro juste en face de vous, parce qu'on aimerait avoir un plan de vous en train de croquer dedans. Dans le kebab. Non, je vous jure, non. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette émission est enregistrée à 17h, qu'on m'oblige à manger des kebabs en plein milieu de l'après-midi? On ne le dira pas. On ne le dira pas. Voilà. Très bien. Alors, donc là, c'est l'interview Turfu. L'idée, c'est qu'on va se mettre dans la situation où vous êtes président de la République. Je vais poser quelques questions et il faudrait y répondre de manière concrète et courte, si vous voulez. Avec plaisir. Ouais, je vais essayer. Allez, on va essayer. C'est dur. C'est pour ça que je dis je vais essayer. Très bien. Sûrement, en vous rendant ici, vous êtes tombé sur ce genre de publicité. Bah, c'est classiquement l'utilisation de l'image de la femme à des fins consuméristes et dans une forme de sexisme assez évident. D'accord. Alors, ça tombe bien. Plusieurs féministes sont d'accord avec vous dans le sens où elles jugent ces publicités sexistes et machistes. Et elles demandent à l'interdiction de ces publicités dans les espaces publics. Alors, la question, c'est est-ce que vous, dans ce fameux Turfu, président, vous allez interdire ces publicités dans les espaces publics?
Dès lors qu'il y a une publicité qui est sexiste, ouvertement sexiste, c'était en clair, je vends une voiture mais je mets une fille à 2 minutes dessus pour la vendre parce que oui, je trouve que pour le coup là j'ai pas trop d'état d'âme. Après je vais mettre une frontière tout de suite, c'est que quand il y a une création culturelle, une œuvre d'art qui met en scène des corps, qui peut même mettre en scène des corps nus, là par contre, je considère qu'il n'y a pas de barrière, il ne doit pas y avoir de censure à l'égard de la création. Second sujet, on a rencontré Christian. Christian, c'est donc un sans-abri. En ce moment, il habite juste à côté, près du canal Saint-Martin. Alors, Christian nous a expliqué que lorsqu'il appelait le 115, on lui disait que c'était surchargé, qu'il n'y avait plus de place. C'est pas un cas isolé, il y en a plusieurs dans ce cas-là. Mais d'un autre côté, des maires invoquent par exemple des motifs d'urbanisme, ou alors ils invalident des permis de construire ces foyers d'urgence. Comment on les contraint, ces maires réticents, à construire ces foyers d'urgence lorsqu'ils invoquent ces... De la même manière que sur la loi SRU, ce qu'il faudra changer. C'est qu'aujourd'hui, la loi SRU, ce qui prévoit, et grâce à Cécile Duflot d'ailleurs, comporte à 25% le niveau de logement social, et en clair, on essaye d'obliger à la mixité sociale. Donc je pense qu'en matière de centres d'hébergement, les moyens doivent être mis, et que là, c'est à l'État de se substituer au maire quand on constate une mauvaise carence. Mais oui, comme on le fait sur la loi SRU, c'est que les préfets ont la possibilité, si les besoins existent, il y a par exemple tous ces hôtels, vous savez, c'est incroyable, on paye très très cher. Les hôtels meublés. Oui, exactement. Et pour se retrouver dans des situations où des hôtels sont quasiment 24-24, 360 jours sur 365 occupés par des sans domicile, des personnes qui ont besoin d'un hébergement d'urgence, des familles qui sont en situation difficile. Excusez-moi, Benoît, concrètement, comment on les contraint ces maires-là? Parce qu'il y a des lois, notamment pour... avec des pénalités qui soient suffisamment dissuasives. Ça ne fonctionne pas. Ah bah ça, je peux vous assurer que ça fonctionne quand c'est dissuasif. C'est-à-dire quand si dans l'arbitrage, vous dites, bon finalement, payer la pénalité me coûte assez peu cher, donc je préfère payer la pénalité que de construire, oui, là, oui, vous ne construirez pas. C'est de la même manière que les entreprises qui ne veulent pas prendre de personnes en situation de handicap. On les fait payer une pénalité. Bon, soit, non, la question c'est comment on est véritablement incitatif à. Et je pense que aujourd'hui, tant en termes de mixité sociale que d'accueil ou de répartition de la prise en charge de personnes en détresse comme les sans domicile fixe, il faut que là, le rôle de l'État, il se justifie au sens où on a besoin de quelqu'un qui tape du poing sur la table, pose des sanctions et les moyens de mettre en place ces politiques à travers la capacité du préfet à se substituer à l'autorité locale qu'est le maire. On va passer à l'avant-dernière question. Le vote blanc. Oui. Alors, aux dernières élections présidentielles, en 2012, il y a eu plus de 2 millions de personnes qui ont glissé un bulletin blanc. C'est leur manière de passer un message et aussi de dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans le message, dans l'offre politique qu'il leur est offerte. Vous, une fois président, est-ce que vous allez faire reconnaître ce vote blanc? Lors du second tour des élections législatives, c'est-à-dire le 19 juin, je crois, je proposerai en même temps que le second tour sur le vote des députés 3 référendums. Aussitôt? Oui, je serai président de la République. Un sur le vote blanc, reconnaissance du vote blanc, de toute façon, c'est qu'effectivement, quelqu'un qui fait le geste d'aller voter, qui dit « rien ne m'intéresse », son vote soit comptabilisé. Si ce vote est majoritaire, il annule le scrutin et reprogramme le scrutin. 2, le droit de vote des étrangers aux élections locales. Qu'on tranche enfin devant le peuple cette question sur laquelle tout le monde fait campagne, arrête de faire campagne. Ce que François Hollande nous a déjà dit il y a 5 ans. Mais voilà, mais moi je propose, mon engagement c'est qu'il y aura un référendum. Moi je pense qu'on gagnera. Je me battrai pour et je pense qu'on gagnera. 3, ce que j'ai appelé le 49.3 citoyen, c'est la possibilité pour 450 000 électeurs inscrits sur les listes électorales par pétition d'obtenir ce qu'un vote à l'Assemblée nationale soit suspendu et obligatoirement soumis par référendum si 450 000 électeurs inscrits sur les listes et dans le cadre d'une pétition encadrée par l'État signent cette pétition. Donc voilà les 3 référendums que je proposerai, dont le vote blanc. Donc Benoît Hamon, oui. Pour la reconnaissance du vote blanc. C'est ça qu'on veut entendre, Benoît Hamon. Eh bien, je suis content. Attention, c'est enregistré. Oui, bah, je l'ai dit 10 fois déjà, donc il n'y a pas de droit. Très bien. Alors, dernière question, ça concerne le MMA. Oui. Rien à voir avec l'assurance, la compagnie d'assurance. Mais si, ça a à voir avec la politique, justement. Oui, alors, ce sport, juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sport de combat. D'où
extrêmement doux, un sport doux. Les gens sont doux qui le pratiquent. Pas dans la Ils cage, sont sensibles, je vous assure. Oui, je suis sûr, ils ont un cœur, oui. Alors donc, juste pour préciser, c'est un sport de combat qui mêle plusieurs disciplines martiales. En France, on compte à peu près les pratiquants à 10-15 000. Et il n'y a que 3 pays dans le monde où les compétitions sont interdites, dont la France. L'Australie et la Thaïlande. Ah, l'Australie, non. Il y a C'est pas l'Australie ? Non, c'est la Thaïlande, la Norvège et la France. Vous êtes sûr que l'Australie n'est pas dedans ? Je suis sûr et certain. Ah bon. J'ai traîné 1 an et demi avec eux, je peux vous dire que... Et en gros, si je vous énerve, là, je suis très très mal quand même. C'est ça ? Oui. Si vous répondez pas concrètement et tout... Donc en plus, on est menacé dans cette émission, je tiens à le dire, la dernière image aux 2 caméras. Là. Alors, la question elle est simple. Dans ce fameux turfu, encore une fois, Benoît Hamon, vous président, est-ce qu'enfin on aura le droit à des compétitions de MMA en France ? Et honnêtement, toute la communauté MMA vous regarde. Oui, j'imagine. Et donc je vais me mettre à dos 10 à 15 000 combattants possibles. En fait, la vérité c'est que je suis assez... j'en regarde, hein, j'ai vu même des reportages sur l'Irlandais, là, incroyable, là, avec des bras longs comme... J'ai McGregor. Ouais, c'est ça. Donc j'ai regardé des combats à la télévision. Ce qui est frappant pour le coup, c'est tous les coups portés au sol et au visage qui, moi j'avoue, me heurtent un peu, me heurtent beaucoup même. Je trouve que c'est extrêmement violent. Je sais qu'il y a des fédérations aussi sérieuses que la fédération du judo, par exemple, qui est très défavorable à ça. Je ne crois pas que la boxe anglaise y soit très favorable non plus. J'en ai parlé avec des boxeurs qui m'ont aussi dit que c'était quand même un sport qu'il était justifié de ne pas autoriser. Honnêtement, c'est très difficile pour moi de vous répondre là-dessus parce que je vous répondrai sans savoir. Donc pour résumer, sur les publicités sexistes, oui, on les interdit si c'est de la publicité. Concernant le 115, on contraint, on augmente les amendes pour les maires récalcitrants. Le vote blanc, oui, on va le reconnaître. Et le MMA, non, on ne le reconnaîtra pas. Non, j'ai pas dit ça, mais je trouve que ça quand même... Mais c'est mal parti. C'est pas que c'est mal parti, j'en sais rien. Je préfère écouter ceux qui... Et c'est quand même pas neutre quand il y a des boxeurs de boxe anglaise, cette fois-ci, même qui font d'autres arts martiaux qui vous disent c'est un sport dangereux, etc. Des judokas, des boxeurs boxe anglaise, mais pas des athlètes en eux-mêmes de MMA. Mais parce que je connais pas, je préfère vous dire. Pourtant, je sais qu'il y en a qui pratiquent, j'en ai croisé moi à Trappes. C'est comme vous avez demandé à des végétariens leur avis sur la viande, ils ne mangent pas de viande. C'est un bon argument. Mais c'est un bon argument. Oui, non, mais j'écoute tout le monde. Ça marche. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. À tout à l'heure. Allez, au revoir. C'est bon cet argument des végétariens. Benoît Hamon va passer donc au 3e gros sujet de notre discussion, qui est le dernier. Je vous rassure, c'est bientôt terminé. Qui est le travail. On a lu votre programme, c'est un sujet que vous avez beaucoup réfléchi, a priori. Avant tout, je voulais vous demander quel était votre métier, Benoît Hamon. Comme métier, je suis sorti de l'université, moi, et j'ai pas de métier à proprement dit, puisque j'ai bossé dans le privé j'étais prof à l'université aussi d'ailleurs. J'ai créé ma boîte, moi, pendant 5 ans. Une boîte d'études d'opinion, on faisait des petits sondages quali, ça s'appelle les enquêtes qualitatives. J'ai bossé 3 ans chez Ipsos aussi, le sondeur, à la direction. Donc j'ai exercé ce métier-là pendant 8 ans. En parallèle de votre engagement au Parti Socialiste. Oui, mais qui n'est pas un métier. C'est-à-dire que les mandats, ce ne sont pas des métiers. C'est-à-dire que là, si en juin, je ne suis plus député, je travaillerai. Je ne suis pas inquiet, je trouverai un travail, j'espère. Mais un mandat, ce n'est pas un métier. Et pour autant, on le fait aujourd'hui comme si c'était un métier. Sur le travail et sur la réduction du temps de travail, qui est l'un de vos principaux points parmi les propositions de votre programme, moi j'ai du mal à comprendre concrètement comment ça va se mettre en place, cette réduction du temps de travail. Est-ce qu'on travaillera moins que 35 heures? Est-ce que ce sera 4 jours par semaine? Ça dépend. Ça dépend ça dépendra de la discussion, du domaine, du secteur aussi. Bon, en clair, moi je me
Je pars de l'analyse, on la partage ou pas, que la révolution numérique va amener une raréfaction du travail à raison du fait que une grande partie de l'activité humaine pour produire ce qui nous est nécessaire à vous et à moi finalement une grande partie de cette activité va se réduire à raison du fait que des robots, des machines, des algorithmes vont faire à notre place, vont produire tout ce dont nous avons besoin pour vivre, et même d'ailleurs beaucoup de choses superflues. Donc le travail va se raréfier. La question c'est, subit-on cette raréfaction ou la maîtrise-t-on à travers un nouveau partage du temps de travail? Et moi je suis pour créer... Et des richesses évidemment. Un droit inconditionnel au temps choisi, un revenu universel d'existence pour accompagner ces transitions et donc avoir l'autonomie, la liberté de réduire son temps de travail grâce à ce revenu universel comme protection et grâce au droit inconditionnel au temps choisi comme moyen de dire je veux passer de temps complet à 2/3 temps ou à mi-temps parce que j'ai un revenu qui vient en plus de mon salaire et qui me permet de vivre aussi bien que si je faisais un plein temps. Et deux, j'ai ce droit à réduire mon temps de travail. Mais en même temps, je suis pour créer un mécanisme qui est un mécanisme d'incitation à la réduction du temps de travail. Comment? En redéployant une partie des 40 milliards d'euros du pacte de responsabilité du CICE vers une incitation à la réduction du temps de travail. Aujourd'hui, on donne 40 milliards sans contrepartie. Ben moi, je suis pour qu'on donne demain, qu'on concentre des baisses de cotisations sociales patronales à condition qu'on réduise le temps de travail de, admettons, 10% et avec création de 10% d'emplois en plus. À cette condition-là, oui, on autorise des baisses de cotisations sociales patronales, sinon, non. Cette réduction du temps de travail, aujourd'hui, on connaît déjà les 35 heures, ça fait quelques années. Certains milieux en profitent, c'est plus pratique, en tout cas, dans ces milieux-là, de réaliser concrètement ces 35 heures. En revanche, pour d'autres corps de métier, pour les professions de cadre, pour les professions libérales, on n'en parle même pas, mais votre assistant, par exemple, qui est présent, est-ce qu'il pourra, lui, un jour travailler moins de 35 heures si on va vers des 32 heures, par exemple? La réalité, c'est que pour les cadres, c'est moins vrai, parce que les cadres profitent des forfaits RTT. Et les forfaits RTT, c'est plus simple parfois de voir son temps de travail réduit sous la forme de jours RTT, que l'on prend en plus de ses congés payés, que de dire en théorie, je passe de 35 à 32 heures, quand en réalité, on continue à faire des heures sup non calculées, etc. etc. Donc on prend beaucoup de vacances alors? C'est mieux. Ouais, moi je suis complètement d'accord, mais est-ce que c'est possible? Non, mais la formule idéale, c'est la semaine de 4 jours, ou les forfaits RTT, dès lors qu'ils vous permettent d'avoir des temps de pause au-delà des périodes de congés traditionnelles. Donc moi je suis plutôt pour qu'on laisse une grande souplesse aux branches professionnelles et aux entreprises en fonction de la réalité de leur secteur. Si vous êtes dans le ménage industriel, c'est pas pareil que si vous êtes dans la communication et la pub, donc où la réactivité n'est pas la même, l'organisation du travail n'est pas la même, et où là, il faut pouvoir adapter un objectif de partage du temps de travail qui permet la création d'emplois supplémentaires aux réalités du secteur, à la réalité de la concurrence. C'est pour ça que moi j'ai dit que dans ce domaine-là, j'étais plutôt favorable à un mécanisme de type d'euro de bien, d'incitation à la réduction de temps de travail, qu'un mécanisme de type Aubry qui généralisait la réduction de temps de travail par la baisse de la durée légale. Donc c'est pas la remise en cause des 35 heures, c'est l'incitation au passage aux 32, aux 4 jours, sous des formes qui sont des formes où on met de l'argent sur la table, on incite à le faire, mais en contrepartie de la création d'emplois. Donc vous avez tout à l'heure parlé du revenu universel, c'est donc un revenu universel qui va s'appliquer à tout le monde. Vous dites qu'à terme, en plusieurs étapes, on va y arriver, donc pour que tout le monde puisse un jour toucher ce revenu universel qui va, selon vous, a priori, atteindre 700 € net par mois. 750 € net par mois. Donc un Martin Bouygues, un Bernard Arnault va toucher 750 €. Ouais. Mais alors, moi je me demande, en tout cas très personnellement, désolé, mais est-ce que... Avec plaisir. Est-ce que c'est vraiment une mesure de gauche finalement? Pourquoi est-ce qu'on irait donner un revenu universel, un revenu en tout cas supplémentaire à Martin Bouygues ou Bernard Arnault pour ne citer que? Mais si lui paye en contrepartie du fait qu'il reçoit 750 € par l'impôt de quoi financer 100 revenu universel là où aujourd'hui nous ne l'avons pas, et que ce revenu universel viendra permettre à une maman célibataire qui a un job à 1 200 € par mois, qui est un job difficile, de passer à 2/3 temps pour pouvoir s'occuper de ses mômes, enfin profiter un peu de la vie, et en gagnant cette fois-ci même plus que ce qu'elle gagnait auparavant avec un salaire, oui c'est juste. Et oui c'est de gauche. Et je vous le dis, c'est pas parce que la mesure est universelle que ça n'empêche qu'elle est financée par une fiscalité et un impôt qui lui est progressif, donc on prend le plus à ceux qui peuvent le plus. C'est bientôt terminé, tu peux pas.
Non, mais c'est... Alors, rebonjour C'est un autre kebab. Ah ouais, non, là, vous allez me tuer. On m'a chargé de vous remettre cette boîte. Pour prendre mon kebab et le faire réchauffer à la maison. Si vous voulez après, mais avant toute chose, je tiens à vous dire que le contenu n'a rien à voir avec moi. C'est des questions. Vous les lisez à voix haute. Oui, je me solidarise, je ne veux pas avoir des problèmes avec M. Hamon, peut-être futur président. Là, vous voulez que j'ai des problèmes, là? Alors attendez, par contre, Je vais une encore chose vous le donner. après l'autre. D'abord, en fait, il faut lire les questions. Quel est une votre après kebab préféré à Trappes? Tous? Non, parce que sinon je vais avoir des problèmes. Non, j'en ai plein et il n'y en a même pas qu'à Trappes, il y en a beaucoup. Mais bon, j'ai des habitudes rue Jean Jaurès. Je dirais pas lequel, mais ils sont plusieurs, donc à rue Jean Jaurès, donc voilà. Pourquoi n'y a-t-il que des vieux blancs à l'Assemblée? Quelques jeunes blancs aussi, vous oubliez de dire, qui deviendront bientôt des vieux blancs. Pourquoi faites-vous semblant d'être jeune? C'est qui a posé cette question ridicule? Je suis juste un... Mais je ne fais pas du tout semblant d'être jeune. Non, je suis pas encore à fond dans ce truc-là, moi. Quel est votre slogan de manif favori? Je ne dirais pas ce que je chantais, donc... De vaquer, si tu savais, ta réforme. Est-ce que se lever pour 1200, c'est insultant? Non. Se lever pour 1200, c'est insultant. Si la question c'est, est-ce que 1200 € pour lever et bosser comme un dingue du matin au soir, c'est acceptable? Non. Personne n'est porte-parole des gens qui gagnent 1200 €. Ni vous, ni moi. Ni même ceux qui vivent à côté de ceux qui gagnent 1200 €. Sinon, moi, je serais mais parce que moi, je ne suis pas porte-parole. Je viens d'une famille qui a commencé pareil. Voilà. Donc, est-ce que je vais dire, oui, je suis le porte-parole de tous les enfants d'ouvriers? Non. Non. Non, moi, je propose une option au pays. Voilà. Et dans mon option, il y a la question de la dignité au travail, la réduction du temps de travail, le revenu universel d'existence. On prend pas. Il y a une conception de la vie en République qui est plus bienveillante que celle d'une république où la laïcité est utilisée comme un glaive contre telle ou telle religion. Ça, on prend pas. Il y a l'idée des relations internationales où je considère qu'aujourd'hui, vis-à-vis des migrants, on doit retrouver le sens d'un mot comme l'hospitalité, avec les conséquences que ça a. On prend pas. C'est une option. Vous avez vos propositions. Oui, mais il y aura des gens modestes qui voteront pour, des gens riches qui voteront pour, des gens de classe moyenne. Mais il y a des gens pour qui je veux agir plus que pour d'autres. Ça me paraît assez évident dans les propositions que je fais. Mais je ne revendique pas, comme Marine Le Pen qui se dit qu'elle est la porte-parole des classes populaires ou d'autres, d'être leur porte-parole. D'abord, voilà, c'est tout. On va passer à la dernière question, Benoît Hamon. Enfin, il y en a deux en fait. Mais tu peux rester avec nous, elle a dit. Bien sûr. Bien sûr. L'an dernier, c'était Nuit debout. On n'a pas encore parlé, mais il y avait ce slogan qui était scandé par énormément de ces jeunes sur ces places qui disaient et qui se sont promis de ne plus jamais voter PS. Vous en pensez quoi? Vous dormez comment avec ça? Bien. Mais pas parce qu'ils l'ont dit. Pas... Non, mais si je commence à ne pas dormir parce que des gens disent qu'ils ne vont pas voter PS, il ne vous aura pas échappé que je ne dormirai pas beaucoup. Donc ça fait partie des gens qui ne vous croient pas honnête aujourd'hui. Je pense que vous vous trompez. Je pense que vous avez une vision un peu caricaturale de la réalité. Non, mais je vous le dis sincèrement. Dernière question. Pour Hollande, l'ennemi, c'était la finance en 2012. C'est qui votre ennemi aujourd'hui? La sottise et le racisme. Parce que je pense que c'est sot d'être raciste.